Et je rebondirais en disant que quand j'ai commencé ma carrière, notamment à Necker Enfants Malades, où j'ai eu l'occasion de travailler avec Janine Chouefina, que j'ai le plaisir à retrouver aujourd'hui, je me disais que quand je me promenais dans l'hôpital, j'avais le sentiment d'avoir un grand A accroché dans le dos qui disait l'administration passe, et que c'était finalement quand même assez dérangeant. J'ai commencé ma carrière, j'étais assez jeune, et donc bon, je trouvais quand même que c'était une image négative et qu'elle me dérangeait beaucoup. Aujourd'hui, je n'ai plus cette impression. Je crois qu'on a progressé dans l'Alliance et que les directeurs se sentent appartenir à une communauté médicale et soignante hospitalière. Donc ça, de ce point de vue-là, c'est quelque chose qui est peut-être un point de vue plus optimiste que celui qu'exprimait à l'instant Bertrand, en disant que les médecins, quand ils voient débarquer la direction, quelqu'un de la direction se disent « zut, c'est un empêcheur de tourner en rond ». Mais bon, j'ai une vision plus optimiste, mais peut-être que je me trompe au fond. C'est peut-être celle que je voudrais... voilà. Et d'ailleurs, pendant un temps, je pense que, pour faire écho aussi à ce que disait Catherine à l'instant, les directeurs se disaient qu'ils étaient peut-être les seuls à défendre un intérêt général de l'hôpital face à des grands patrons qui défendaient un point de vue très personnel, hein, voilà, avec des égos forts, un pouvoir affirmé, et que le directeur ne pouvait pas, lui, prendre parti pour l'un ou pour l'autre, mais qu'il fallait qu'il se pose en médiateur pour défendre le bien commun et l'intérêt général. Et au fond, c'était une mission qui surpassait celle d'administrer un hôpital ou de le gérer. Alors, nous sommes un corps qui est relativement jeune, parce que l'école dont nous sommes issus, l'école de la santé publique, qui est devenue l'école des hautes études en santé publique, il a fallu qu'on valorise ce cursus qui se situe à Rennes, a une quarantaine d'années. Alors, c'est quand même plus si jeune que ça, mais malgré tout, moi, quand j'ai commencé ma carrière il y a maintenant un peu plus de 30 ans, c'était une école qui avait 10 ans. Et il y avait encore beaucoup, parmi les directeurs d'hôpitaux, d'anciens administrateurs d'outre-mer, d'anciens membres de l'armée. Enfin, c'était un corps assez hétéroclite. Et donc, la formation qu'a délivrée l'école a visé à professionnaliser la profession de directeur d'hôpital. Et je pense qu'aujourd'hui, on a une formation qui est d'ailleurs reconnue, puisque au moment où se discutait la loi HPST, il y a des médecins qui ont pris la défense des directeurs issus de l'école de la santé en disant « nous ne voulons pas de directeurs qui seraient des contractuels issus des écoles de commerce et qui auraient une formation uniquement financière. Nous souhaitons garder les directeurs que maintenant on commence à un peu mieux connaître et qui ont cette formation qui quand même les amène à dépasser le simple niveau de finance, d'administration, et d'avoir une connaissance des besoins de santé publique, un regard aussi sans doute qui fait une place plus grande à l'usager et à l'éthique. Voilà. Voilà, donc voilà, de ce point de vue-là également, notre formation, elle rejoint, puisque c'est une formation à la fois théorique, et là-dessus, Catherine a raison, il y a eu des erreurs de gestion on ne citera pas d'exemple, mais qui voilà, montrent qu'il y a des progrès à faire aussi dans la rigueur de l'emploi des finances, et qu'aujourd'hui, un directeur d'hôpital ne peut pas, même éthiquement, se dire que ce qu'on lui demande en bon usage de finances publiques, eh bien, n'est pas légitime. Et je crois que les directeurs d'hôpitaux aujourd'hui ne peuvent pas contester le fait qu'ils gèrent des ressources rares et qu'il faut qu'ils arrivent à faire partager et à faire alliance avec les médecins, les soignants, les usagers, sur le fait que ce n'est pas quelque chose de... comment dirais-je, qu'on ne pourrait entendre que de rendre des comptes et d'essayer de gérer au mieux des ressources rares. Alors, la gestion hospitalière, aussi paradoxale que cela puisse paraître, jouit aujourd'hui d'un certain prestige parmi les jeunes.
moi je vois que eh bien, on a beaucoup de jeunes qui sont intéressés par le métier que l'on fait, métier donc que l'on apprend par compagnonnage, comme les médecins, comme les infirmières. Moi, j'ai toujours beaucoup de stagiaires auprès de moi, j'en ai au moins 2 ou 3 en permanence au sein de l'équipe de direction, d'abord parce qu'ils apportent une bouffée d'air pur, un regard intéressant, hein, parce qu'on finit par avoir tellement le nez dans le guidon que finalement, quelqu'un qui pose des questions innocentes nous amène à tout d'un coup se dire « Oh là là, mais que suis-je en train de faire ?» Donc c'est intéressant et ça nous rapproche aussi hein, des autres intervenants de l'hôpital puisque on a aussi à préparer la relève. Alors, pour ne pas être trop longue, parce que moi aussi je suis bavarde et si je commence à parler de ce que je fais, je peux être inarrêtable. Pour terminer sur cet élément lié à la formation, à notre origine, qui peut nous rapprocher dans une alliance à établir, qui n'existait pas il n'y a encore pas si longtemps et qui me semble-t-il est devenu quand même plus réel, c'est que au fond, les directeurs vont aussi choisir le métier qu'ils font par vocation, et j'ose ce mot de vocation, comme ça l'est pour les médecins et les soignants. Hein, après, chacun arrive avec la personne qu'il est, avec l'éducation qu'il a reçue, et on aura probablement ce qui explique hein, des comportements très différents. Mais voilà, c'est une communauté multiple, mais qui quand même, je pense, arrive à l'hôpital parce qu'il y a un choix de vocation. Alors, après avoir brossé très rapidement voilà, quelques traits d'évolution du métier que je fais avec passion depuis plus de 30 ans, je peux essayer de répondre aux questions que Bertrand m'avait demandé de traiter, de ce qui ressort des difficultés d'exercice et de la façon dont on peut essayer de surmonter ces difficultés. Alors, le directeur, c'est celui qui s'entend reprocher par tout le monde à l'hôpital, les médecins, les soignants, les malades, les usagers, d'avoir une vision trop comptable, trop financière de la santé. Et puis, si eh bien, le scanner tombe en panne, que l'accès au parking est difficile, je cite des cas très précis, que la porte d'accès au nouveau plateau de coronarographie, on n'a pas réussi à l'ouvrir, on ne sait pas pourquoi. Ça, c'est des exemples de la semaine qui vient de s'écouler. Eh bien, il reçoit une avalanche de mails, parce que ça, les outils permettent très vite d'exprimer son mécontentement, alors qu'avant, il fallait prendre soit le téléphone, soit aller voir, enfin être en face à face pour entendre la colère légitime, hein, parce que voilà, tout le monde est pressé, il faut aller vite, l'attente est pénible. Eh bien, il s'entend reprocher les dysfonctionnements de l'hôpital, qui est un lieu très technique et où effectivement eh bien, il ne se passe pas de jour, surtout à l'échelle d'un grand établissement comme l'est le centre hospitalier de Versailles, hein, c'est 3000 personnes qui y travaillent, c'est 14 sites d'implantation différents, 750 lits, 80 000 passages aux urgences, 50 000 séjours annuels, voilà, donc c'est quand même une logistique importante. Et bien de toute façon, il faut admettre qu'on va toujours vous reprocher quelque chose qui ne va pas. Voilà. Donc ça, une fois qu'on l'a compris, une fois qu'on sait qu'on répond calmement, qu'on est en capacité d'apporter une réponse à un moment ou à un autre, et je pense qu'on n'attend pas de nous qu'on fasse des miracles, mais seulement qu'on dise qu'on sait et qu'on œuvre pour résoudre les problèmes. Déjà, ça va un petit peu mieux. Mais au début de sa carrière, ça peut être un peu stressant, parce qu'on ne sait jamais, quand on commence sa journée, ce qui va se passer. Mais je pense que les médecins pourraient dire la même chose. Quand on arrive le matin à l'hôpital, on a un programme. Maintenant, le programme, il va être sûrement bouleversé, et il faut être en capacité d'accepter qu'il le soit. Voilà. Donc ça, c'est une grande adaptabilité qu'on développe. Alors, on peut être quand même de temps en temps un peu découragé et se dire que on est comme Sisyphe hein, qui relève le rocher tous les jours, et peut-être de plus en plus. Il me semble que voilà, en plus de 30 ans d'exercice, le sentiment que l'on a, et moi qui me, de temps en temps, m'atteint, parce que je vois dans mon équipe les jeunes directeurs qui disent « mais on ne va pas pouvoir faire ce métier-là toute notre vie, c'est trop dur ».
Voilà, ça me... Et peut-être que Bertrand entend la même chose de la part des jeunes médecins qui se demandent s'ils vont arriver à tenir 30 ans, 40 ans. Moi, quand j'ai commencé, j'avais moins ce sentiment-là. J'étais portée par peut-être plus d'optimisme. Mais bon, en tout cas, moi, j'essaye de me transmettre quand même un certain optimisme sur le fait qu'on finit toujours par y arriver. Alors, ce qui aujourd'hui me paraît le plus dur à vivre résulte des injonctions paradoxales, contradictoires, qu'on demande aux directeurs de résoudre. Comme s'ils avaient une baguette magique et ils pouvaient faire des miracles. Et là, c'est clairement le politique que je mets en cause. Je donnerai deux exemples. D'abord, le premier, qui est celui très actuel de l'objectif de réduction des déficits publics et notamment de ce que Catherine a appelé le trou de la Sécu. Voilà. Bon, ça, personne ne peut contester qu'on ne peut pas faire peser sur les générations futures des déficits qui deviennent absolument abyssaux et qu'il faut à un moment ou à un autre qu'on se dise il faut prendre le problème à bras-le-corps et essayer de le résoudre. Et je pense que là, les directeurs, oui, se disent effectivement, on n'a sans doute pas été assez économe d'une ressource rare dans les années à venir. On a peut-être construit des cathédrales qui n'étaient peut-être pas tout à fait adaptées aux vrais besoins de santé. On a dépensé peut-être trop. On n'est peut-être pas assez attentif à la juste prescription, au juste soin. C'est une grande question. Et donc, c'est une question posée qui est légitime et à laquelle il faut que nous contribuions tous ensemble en essayant d'y associer la communauté hospitalière. Ce n'est pas le directeur tout seul qui peut résoudre ça, il faut qu'il fasse alliance et qu'il trouve les moyens de faire alliance avec les médecins, les soignants pour les amener à se dire que le juste soin, la juste prescription, la juste dépense, c'est une vraie question et qu'elle n'est pas à côté de ce qui fait le cœur du soin. C'est une partie intégrante du cœur du soin. Et en même temps, eh bien, on voit une ministre, un gouvernement qui prend des mesures qui visent à augmenter les charges, les dépenses et notamment la masse salariale. On nous a fixé pour les 3 ans à venir que la masse salariale n'augmente pas de plus de 1%. Or, mécaniquement, elle va augmenter de 1,8% tous les ans. Enfin, c'est une moyenne, mais ça concerne l'hôpital de Versailles, on est à peu près dans cette moyenne-là. Pourquoi? Parce qu'il y a des évolutions de carrière à l'ancienneté, parce qu'il y a des jours qui s'accumulent, puisqu'on nous dit que tout le monde travaille en 35 heures, mais qu'en réalité, les soignants travaillent plus que ça, et donc ils ont des comptes épargne-temps qui, chaque année, grossissent et qui donc qu'on est obligé de provisionner, qui représentent des dépenses. Enfin, si on ne fait rien, et qu'on laisse courir, eh bien, on a une évolution qui est de l'ordre d'1,8%. Puis surtout, il y a des protocoles nationaux de revalorisation. Alors, qui visent à mieux reconnaître l'engagement, le travail réalisé. Et de ce point de vue-là, on est d'accord. Mais on a, et en 2015, il y a eu 5 protocoles qui ont revalorisé la rémunération des médecins. Et on nous annonce, le ministre de la fonction publique annonce que le point d'indice qui rémunère les autres professionnels va augmenter entre 0,5 et 1% en 2016. Donc on sait qu'on va avoir une revalorisation salariale. Donc on sait que pour qu'on tienne dans cette évolution de la masse salariale de 1%, ça veut dire qu'on rémunérera moins de personnes. C'est un effet prix-volume. Si le prix augmente, le volume doit diminuer. Et ça, qui est la conséquence logique, mathématique des mesures prises, des politiques adoptées, bien n'est absolument pas assumé. Et quand les directeurs disent, nous on fait des calculs et on vous dit, ça veut dire que c'est tant d'emplois en moins, et donc des réorganisations pour qu'on puisse apporter les mêmes soins, mais avec moins de personnel, eh bien, aussitôt on a une ministre qui dit, mais je n'ai jamais dit ça, pas du tout, c'est pas, voilà. Ça, c'est difficile à vivre, parce qu'il y a un déni, on ne dit pas la vérité. Nous pensons qu'il faut dire la vérité de ce qui va se passer, et ça nous aidera à avancer et à trouver des solutions partagées. Mais si les choses ne sont pas présentées dans leur réalité, on aura beaucoup de mal. Donc ça,
les injonctions paradoxales et le fait que la vérité ne soit pas affichée, c'est une vraie difficulté. Alors, on aurait pu aussi parler de la tarification à l'activité, c'est un autre exemple, puisque on a fait croire au démarrage de ce nouveau mode de financement des hôpitaux que on rémunérait les établissements de santé en fonction du nombre de séjours, en fonction de l'activité qu'ils réaliseraient. Et donc, si on réalisait plus d'activités, on aurait des recettes supplémentaires et donc des moyens supplémentaires. En réalité, on était dans une enveloppe fermée. Et là encore, on a une régulation prix-volume, puisque les hôpitaux ayant été plutôt davantage sollicités, parce que, comme l'a dit Catherine, le vieillissement de la population amène à une sollicitation plus forte des hôpitaux. La médecine de ville ne va pas bien, donc on voit tous les ans augmenter le nombre de passages aux urgences. Janvier et février 2016 à l'hôpital de Versailles, c'est encore plus 10% par rapport à l'année précédente. Donc forcément, il y a un recours plus important et donc, oui, on a une activité qui augmente. Naturellement, on ne peut pas limiter cette évolution. Enfin, on essaye d'y réfléchir, mais voilà. Donc, eh bien, on va diminuer nos tarifs. Donc, c'est un peu un jeu de dupes et les médecins le vivent très mal. Les directeurs ont du mal aussi après ça, rétablir l'équilibre de produire plus de soins à des coûts unitaires qui doivent être perpétuellement en diminution. Donc, ce sont là aussi des injonctions paradoxales difficiles à vivre. Alors, je voudrais également terminer, parce que voilà, là, je vois aussi que le temps passe, cette expression un peu personnelle qui n'a pas pour ambition de traiter toute l'ampleur du sujet. C'est vraiment comment moi je le vis aujourd'hui. Ce qui, au plan managériel, me soucie maintenant depuis plusieurs années, et ce qui est renvoyé au directeur de sa responsabilité dans l'émergence d'une souffrance au travail, de burn-out chez les professionnels de santé et d'une certaine désespérance, de faute pour les médecins, les soignants, de trouver du sens à leur travail. Et ça, c'est très dur, c'est presque plus difficile à vivre que les injonctions paradoxales, contradictoires du politique. Parce que là, ça engage profondément dans l'idée qu'on est responsable du désespoir chez l'autre. Enfin, je veux dire, c'est terrible ça. Quand les organisations syndicales, quand des médecins vous disent « mais moi je suis en plein burn-out et c'est votre faute », c'est très dur. Et moi j'ai eu à vivre ça encore l'année dernière d'un chef de service qui m'avait invité à une réunion de son service et qui l'a dit devant tout son service, les professionnels, les soignants. Alors, cette prise de conscience de ce qu'au fond je devais trouver des réponses managériales remonte à l'hôpital Bretonneau, qui est le moment où j'ai dirigé cet établissement et où j'ai fait connaissance de Catherine. En fait, j'ai passé 15 ans dans des hôpitaux de pédiatrie, à Trousseau et à Necker Enfants Malades, et ensuite 7 ans à diriger des hôpitaux de gériatrie. Donc j'ai fait un grand... mais voilà, mais j'ai trouvé beaucoup de liens et d'éléments communs dans ces deux pôles de la vie. Et en fait, à Bretonneau, c'était considéré à l'époque, c'est un hôpital de pédiatrie qui a été transformé en hôpital de gériatrie sur la base d'un projet porté par une de mes collègues, un projet formidable, absolument exceptionnel. Un peu pharaonique. Oui, parce que un peu pharaonique au plan des coûts et de ce qu'il engageait comme moyen, mais qui portait une vision quand même absolument, enfin très humaniste, moderne et qui faisait une grande place à l'écoute justement des malades, de leurs familles, qui n'existait pas beaucoup ailleurs. Et c'était pour l'assistance publique une vitrine gériatrique. Et alors évidemment on m'avait dit quand j'ai été nommée, attention, les coûts de fonctionnement de cet hôpital, ils sont très élevés. Effectivement c'était un hôpital qui était tout moderne, qui n'avait pas coûté très cher dans sa construction, parce que les coûts de construction avaient été respectés, mais qui avait plus de moyens qu'ailleurs, plus de moyens humains, qui avait un budget plus important et des équipes soignantes beaucoup plus importantes. Et
on a en fait essayé d'utiliser cet établissement à plein, c'est-à-dire que son activité s'est considérablement accrue. 2 ans après que je sois arrivée, mais bon, c'était normal, il était en rodage au début quand je suis arrivée, il venait d'ouvrir. Donc il s'est mis, parce qu'il a aussi été sollicité. Beaucoup de gens voulaient se voir admettre, oui, ou être admis, être pris en charge à Bretonneau, parce que c'est vrai que c'est un hôpital qui était, je pense que Bertrand le connaît, qui était attractif quand même, plutôt que d'aller dans d'autres établissements plus vieillots de personnes âgées. Et en fait, moi, ce qu'on m'a renvoyé très vite, c'est que les soignants étaient très malheureux. Je me disais, comment c'est possible qu'ils soient malheureux à ce point-là? Enfin, je veux dire, ils ont un cadre formidable, qui est moderne, ils ont plus d'équipements, ils sont plus nombreux qu'ailleurs. Voilà, ils ont des moyens pour travailler qui sont plus importants. Et alors, et c'est là que je suis intéressée par ce que dit Catherine de l'audit qu'elle réalise, c'est que à l'époque, j'ai rencontré une philosophe qui s'appelle Alice Casagrande, que Catherine connaît aussi, et qui m'a proposé un audit éthique. J'avais lu qu'elle avait réalisé des audits éthiques, ce qu'elle avait appelé des audits éthiques, et qui consistaient exactement en ce que fait Catherine, c'est-à-dire aller écouter et observer, écouter des soignants de façon totalement anonyme. C'est un entretien qu'elle faisait, dont moi je ne savais rien, et qu'elle savait mener avec suffisamment de mise en confiance pour vraiment recueillir la parole vraie, je pense. Et puis, par ailleurs, elle faisait la même chose, elle se mettait dans un petit coin et elle regardait ce qui se passait dans les salles d'attente, dans les salles de soins. Et en fait, elle a pu me dire ce qui se passait, ce que je ne percevais pas, que je ne comprenais pas. C'est qu'en fait, il y avait effectivement une souffrance des soignants entre ce qu'on leur avait demandé de mettre en œuvre et qui était le fondement du projet stratégique, du projet de soins de l'hôpital, c'est-à-dire d'être en capacité pour un soignant de s'asseoir pendant une demi-heure sur le lit d'un malade et d'écouter ce qu'il avait à dire, d'avoir une certaine autonomie qui ne soit pas trop procédurée, une autonomie pour décider de ce qui pouvait répondre aux besoins du patient et réellement déployer une écoute. Et qu'en réalité, il disait, mais on n'a pas ce temps-là, on nous en demande trop dans finalement le soin, la traçabilité de tout ce qu'on a fait, et il ne se sentait plus du tout en capacité de déployer ce projet. Et donc ça m'a renvoyé moi au fait que, effectivement, entre un projet qui fait une grande classe à l'humain et des contraintes financières, voilà, ça coinçait. Voilà. Et alors, ça a été ma prise de conscience, alors ça remonte à 2005, donc vous voyez, à 10 ans, et depuis, ça n'a cessé de me hanter en me disant comment le directeur peut trouver des réponses à cette contradiction entre la performance économique et l'humanité que doit être, le lieu d'humanité que doit être l'hôpital. Alors je suis aussi fâchée que Catherine quand j'ai des réclamations qui me paraissent être vraiment l'expression de ce qui s'est passé, où au fond le malade exprime qu'on ne l'a pas écouté. Et je mets rarement en doute les réclamations qui disent si on m'avait écouté, vraiment, telle conséquence ne se serait pas déployée. Je pense que Bertrand est d'accord avec moi. Au fond, beaucoup de choses n'arriveraient pas si seulement il y avait l'écoute, le temps d'écoute. Alors comment faire pour que certains qui savent écouter puissent déteindre sur ceux qui ne le savent pas, puisque effectivement dans des équipes, et voilà, c'est personnalité dépendante. Alors, juste deux éléments. Ce diagnostic qui m'avait été rendu, en fait, il a été très, très intéressant puisqu'il m'a montré que, au fond, les choses ne dépendaient pas que des moyens matériels dont on pouvait disposer à l'hôpital et qu'on pouvait faire déjà beaucoup, même si tous les moyens matériels n'étaient pas là. Que écouter ne dépendait pas que du temps qu'on avait. Et j'ai eu, moi, et ça m'a beaucoup impressionné, des soignants qui m'ont dit oui, on se rend compte qu'on revient de vacances et donc on s'occupe d'une personne âgée, à deux,
Et on ne lui parle pas à elle, on se parle nous de nos vacances. Et alors, voilà, non mais que des soignants puissent me dire, on s'est remis en cause parce qu'on s'est rendu compte qu'effectivement hier, on s'est parlé de nos vacances et on n'a pas du tout fait attention à la personne qui était dans le lit. Déjà ça, j'ai trouvé que le retour qui avait pu être fait de cet audit éthique par cette philosophe avait fait, enfin voilà, c'était comme ça qu'on pouvait faire. Et en fait, l'article que j'ai lu il y a 15 jours parlait de souffrance éthique et que cette souffrance était particulièrement perverse puisqu'elle trouvait sa source dans une forme de trahison de soi. Là, je lis, et elle est décrite, cette souffrance éthique, par un docteur en psychologie qui s'appelle Duarte Rollo, et elle est décrite comme étant la contrariété des salariés, des professionnels, de ce qu'on lui faisait, pas de ce qu'on lui faisait subir ou de ce qu'on l'empêchait de réaliser, mais finalement de ce qu'il finissait par accepter de faire et qui était en contradiction avec ses valeurs, sachant qu'il devenait même acteur de cette action qui venait en contradiction de ses valeurs. Et ça concerne particulièrement les directeurs. Le sentiment très pénible de faire un travail ni fait ni à faire est de plus en plus partagé. Et donc comment pouvoir se sentir bien, et je parle là bien du directeur, hein, quand on est conscient de bâcler sa tâche ou de fouler aux pieds les règles de son art. Donc les chercheurs, ils appellent cela la contrainte à mal travailler. Et je pense que les directeurs sont, puisque là je parle au fond de nous, ils sont particulièrement concernés, ils sont soumis par les tourments que causent des injustices qu'ils peuvent être amenés à commettre, qui vont affecter leur morale et la morale, entendu comme l'approche du bien et du mal. Et donc je pense que cette contrainte financière qui s'accroît de plus en plus, eh bien, elle peut nous amener à cette souffrance éthique forte, dans la mesure où on peut être amené à consentir, à servir un système que l'on réprouve. Et à partir du moment où on aura mis peut-être un peu le doigt dans l'engrenage, eh bien, on perdra toute lucidité. Parce que si on a une pensée critique par rapport à ce que l'on fait, et on peut la perdre, eh bien, on va se rendre compte que peut-être, effectivement, on a commis des injustices, on a été amené à mettre le doigt dans l'engrenage que l'on réprouve, et à ce moment-là, si on veut se protéger pour tenir le coup, eh bien, il faudra que on n'ait pas trop de pensée critique, qu'on abandonne une certaine lucidité. Donc l'enjeu aujourd'hui, c'est de rester très lucide et de savoir désobéir au fond, de temps en temps. Et on en a parlé avec Catherine et on s'est retrouvés. Voilà. Alors, désobéir, oui, mais en même temps, savoir trouver des solutions qui nous permettent de naviguer sur ou de rester sur un chemin de crête très étroit entre il est éthique de s'interroger sur l'utilisation des moyens qui nous sont mis à disposition et de s'interroger avec la communauté médicale, et en même temps, attention à ne pas aller trop loin dans, effectivement, la réduction des moyens et ce que l'on peut demander aux professionnels, aux médecins, en tout cas rester attentifs à ce qu'ils vont nous dire, par une écoute particulièrement attentive, assortie d'une grande bienveillance. Il y a dernièrement, et ça sera peut-être le mot de la fin, oui, parce que j'ai pas vu peut-être le petit mot, mais un livre d'Emmanuel Jaffelin qui m'a attirée juste avant Noël, qui s'appelle « Éloge de la gentillesse en entreprise ». Et donc, si on veut que l'hôpital reste le lieu de réalisation de l'humanité, sachant que, de mon point de vue, le but de l'homme est de vivre heureux en communauté, l'hôpital doit contribuer à permettre aux professionnels de santé qui y travaillent d'y travailler heureux et d'y vivre heureux dans cette communauté. Et je pense que notre fonction doit être moins d'être un directeur des ressources humaines, à laquelle je tiens beaucoup,
que j'ai toujours essayé de déployer. La gentillesse peut être une ressource si on se dit que effectivement c'est pas quelque chose de gnangnan, hein. Je veux dire, la gentillesse pour moi c'est pas quelque chose de gnangnan, mais c'est un regard bienveillant, un regard de confiance, et ce qui va permettre qu'on crée l'alliance, c'est qu'on essaye effectivement de déployer la gentillesse au sens noble du terme pour construire un moyen de surmonter ce qui aujourd'hui est difficile à vivre. C'est effectivement cette contrainte financière qui s'est insinuée partout et qui a pris beaucoup de place dans les relations. Voilà, je vais écrire beaucoup de choses, mais je vais m'arrêter parce que... Merci beaucoup.